Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui paraît simple, mais qui est un vrai casse-tête. Ah oui, On adore l'idée d'apprendre par le jeu, la ludopédagogie, comme on l'appelle, mais comment savoir si ça marche vraiment? Comment on évalue si une formation basée sur un jeu est plus qu'un simple moment, bon, amusant? ah oui, c'est un peu le nerf de la guerre. Tout le monde veut des serious games, ça sonne moderne, innovant. C'est ça, hein? Mais derrière, mesurer si ça a un réel impact, c'est une autre paire de manches. Le piège classique, et la source qu'on analyse aujourd'hui le montre très bien, c'est de se contenter d'un quiz à la fin. On évalue l'apprenant, et puis c'est tout. Voilà, Alors qu'en réalité, l'apprentissage dépend de 1000 autres choses. exactement. Est-ce que le jeu lui-même était bien conçu? Est-ce que le formateur était bon? Est-ce que la salle, je sais pas, n'était pas surchauffée et bruyante? Hmm, On oublie que chaque session de formation est un événement unique. La dynamique de groupe, l'humeur des gens, un problème technique, tout ça influe sur le résultat. On ne peut pas juste appliquer une grille d'évaluation standard comme pour un examen écrit. C'est justement pour répondre à ce défi qu'on va décortiquer un modèle présenté dans un article de Julien Alvarez. Un modèle au nom assez poétique, Cépage. Cépage. Notre mission, c'est de comprendre comment cet outil permet de concevoir et d'évaluer une expérience d'apprentissage par le jeu de manière beaucoup plus complète. On va d'abord voir la théorie, la structure du modèle, puis on plongera dans un cas très concret. Une formation en réalité virtuelle dans une usine. Exactement. Bon, alors, ce fameux modèle cépagé, si on devait le dessiner, ça ressemblerait à quoi? L'article explique qu'il s'agit d'un tableau, une grille à double entrée, C'est ça, assez simple en apparence. oui. Sur un axe, on a les 5 dimensions clés de l'expérience d'apprentissage. C'est l'acronyme lui-même. C pour contexte, donc l'environnement physique, organisationnel. D'accord. E pour enseignant, le formateur. P pour pédagogie, la stratégie d'apprentissage. A pour apprenant. Et enfin, J pour le jeu lui-même. Et sur l'autre axe, L'autre axe, c'est le temps. La session est découpée en 3 phases, inspirées des travaux de Tremblay. Il y a l'avant, c'est-à-dire le briefing, l'introduction. l'introduction. Le pendant, l'animation du jeu, et il y a l'après, le débriefing, qui est absolument fondamental. D'accord. Donc, 5 dimensions croisées avec 3 moments. Ça nous fait une matrice de 15 cases. J'avoue que ça sonne un peu intimidant. Oui, J'imagine le formateur en pleine session avec un tableur Excel à remplir. Ça ne risque pas de tuer toute la spontanéité. c'est une excellente remarque, et c'est le point crucial. L'idée n'est absolument pas de remplir un formulaire en direct. Hein, ouf. C'est un outil de préparation et d'analyse. En amont, il sert de guide pour ne rien oublier lors de la conception, et en aval, il permet de faire un débriefing structuré, de comprendre ce qui a fonctionné ou pas. C'est plus une checklist mentale en fait. Une grille de lecture, exactement. Chaque case invite à se poser une question. Par exemple, la case qui croise contexte et introduction, la question pourrait être: la salle est-elle bien configurée pour que tout le monde voit et entende le briefing? Simple, mais essentiel. Pour enseignants et animation, on se demanderait: le formateur arrive-t-il à maintenir l'énergie du groupe sans donner toutes les solutions? Ou encore pour jeu et débriefing, est-ce que le jeu fournit un résumé des scores qui peut servir de base à la discussion? On passe d'une évaluation finale à une analyse continue de tout le processus. Et ce modèle, il ne sort pas de nulle part, si j'ai bien compris. Non, l'article précise que c'est une évolution d'un modèle anglo-saxon, le Four Dimensional Framework. L'apport majeur de ces pages, c'est vraiment d'avoir ajouté cette dimension temporelle, avant, pendant, après, et surtout d'avoir mis en lumière le rôle capital du médiateur. L'enseignant. L'enseignant, oui. Le formateur n'est pas juste quelqu'un qui lance le jeu et attend que ça se passe. Il est au cœur du système. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que l'article montre que ce modèle n'est pas un dogme figé, il vit, il est adapté par d'autres. Oui, c'est un peu comme un logiciel open source que la communauté s'approprie. C'est ça, exactement. On a par exemple Mélanie Fénard qui l'a simplifié pour évaluer des escape games pédagogiques. Elle a gardé seulement 3 dimensions, contexte, pédagogie, jeu, et a ajouté une échelle de notation. C'est hyper pragmatique pour une évaluation rapide. Et à l'inverse, d'autres l'ont complexifié ou plutôt enrichi. Isabelle Motte et Pascal Van Grunderbeck à l'UCL Louvain en ont fait des versions interactives. Ah oui. Là, le but est d'en faire un véritable outil de conception. Vous cliquez sur une case de la matrice et ça ouvre une fenêtre avec une série de questions, de conseils, de ressources pour vous aider à construire votre activité. C'est beaucoup plus guidé. Faire une carte mentale, une mind map.
Oui, pour lui, l'idée est de visualiser comment tout est connecté, de ne pas rester prisonnier des cases. Ce qui est fascinant, c'est que ça montre que le modèle n'est pas un produit fini, mais plutôt une idée de base. C'est peut-être le signe d'une théorie réussie, non? Quand elle devient un outil que chacun peut adapter? Absolument. Ça prouve sa pertinence et sa flexibilité. Ce n'est pas une recette, c'est une philosophie d'analyse. Bon, la théorie est claire, mais j'avoue que ça reste un peu abstrait. J'ai besoin de voir cette machine en action. Je crois que l'étude de cas présentée dans l'article tombe à pic. Oui, pour rendre tout ça concret. On est dans quel contexte exactement? On est en France en novembre 2022, dans une usine chimique. Le sujet, c'est une formation obligatoire sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement, le fameux HSE. Un classique. Un classique. Une trentaine de salariés sont concernés, des cadres aux opérateurs. Et le jeu, c'est quoi? C'est un serious game en réalité virtuelle, en VR, développé par Immersive Factory. Le concept est une chasse au risque. D'accord. Chaque participant, avec un casque VR, se déplace dans un entrepôt virtuel. Sa mission, repérer et photographier les anomalies de sécurité. Un extincteur inaccessible, une palette qui menace de tomber, ce genre de choses. Et avec un chrono pour pimenter le tout, j'imagine. Évidemment, il y a un chronomètre pour ajouter un peu de piment. D'accord. Et qui anime la session? Ça, c'est un point important. Très important. L'animation est faite par un duo. D'un côté, le manager sécurité du site, qui connaît parfaitement les lieux, les risques réels, ses équipes. De l'autre, un animateur de la société qui a créé le jeu, expert de la technologie VR. Un duo de choc en quelque sorte. L'expert métier et l'expert techno. C'est ça. Ok, le décor est planté. Alors comment le modèle C'est pas jeu a été utilisé pour analyser cette expérience? C'est là qu'on voit sa puissance. En analysant les retours des participants à travers les 5 dimensions, on obtient une image très, très nuancée. Allons-y. Prenons la dimension apprenant. Il y a eu un effet waouh indéniable. Pour la plupart, c'était leur première fois en VR. Ah oui, la nouveauté. Ils ont trouvé ça immersif, engageant, mais il y a un mais. Toujours. Toujours. On a eu un cas de cinétose, ce fameux mal des transports lié à la VR. Ah. Et d'autres personnes qui ont eu des vertiges juste en regardant l'écran qui retransmettait la partie d'un collègue. Ça rappelle que la technologie n'est pas neutre. Non, et elle peut créer de l'inconfort. Et sur la motivation, qu'est-ce que ça a donné? C'est le cœur du sujet. C'est le point le plus subtil. L'article conclut que la motivation était surtout extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle venait de l'extérieur. De la curiosité pour la VR, le plaisir de jouer. Exactement. Le défi du score. Elle n'était pas intrinsèque, c'est-à-dire liée à un désir profond de devenir meilleur en sécurité au travail. Les gens étaient motivés par le jeu, pas forcément par le sujet du jeu. C'est une nuance fondamentale, en effet. Oui. Et un dernier point sur les apprenants, un détail qui en dit long. Un questionnaire de recherche assez long leur a été soumis à la fin. Plusieurs opérateurs ont tout simplement refusé d'y répondre. Ah bon? Jugeant ça trop long, trop fastidieux après l'effort de la session. C'est la faute classique souvent innée. On les épuise avec la partie fun et après on leur inflige les devoirs. Forcément, ça coince. Pas étonnant, oui. Passons à la dimension jeu. Qu'est-ce que les participants ont dit du jeu lui-même? Plusieurs points sont montés. D'abord, le gameplay, ce fameux chronomètre censé motiver. Je le sentais venir, celui-là. En fait, générer beaucoup de stress chez certains, au lieu de les aider à observer, les a poussés à se précipiter, à cliquer partout et donc à moins bien repérer les risques. C'est l'effet pervers du jeu mal dosé. Et l'ergonomie? Ça a aussi posé problème. Le mécanisme pour prendre des photos des anomalies était un peu complexe, il fallait bien viser, bien cadrer. De quoi créer de la frustration. Énormément de frustration. Plusieurs voyaient le risque mais n'arrivaient pas à le valider techniquement. Et puis il a eu des détails graphiques, un peu surprenants. C'est-à-dire? Apparemment, il y avait un personnage dans le jeu, un chariste, qui n'avait pas de jambes. Attends, quoi? Un chariste sans jambes? Mais c'est incroyable. J'imagine la scène. Oui, Au lieu de chercher les palettes mal rangées, tout le monde se demande où sont passées les jambes du pauvre bonhomme. c'est l'exemple parfait du détail qui sabote complètement l'objectif pédagogique. Ça devient le sujet de conversation, ça détourne l'attention, et le message sur la sécurité, il passe au second plan. Logique. Enfin, beaucoup ont regretté de ne pas pouvoir interagir davantage, comme conduire un chariot élévateur virtuel, par exemple. Et sur la dimension enseignant, ce fameux duo manager-animateur? Là, c'était le gros point fort. L'article insiste sur le fait que cette collaboration a été une formule gagnante. Le manager apportait la crédibilité métier, le contexte. La caution terrain?
Voilà, et l'animateur maîtrisait la technique et la dynamique ludique. L'un rassurait sur le fond, l'autre sur la forme. C'était parfaitement complémentaire. D'accord. On a donc une avalanche de retours, positifs comme négatifs. Maintenant, la question à 1 million d'euros. Comment CEPA-G aide à transformer ce diagnostic en plan d'action concret? C'est tout l'intérêt. Le modèle structure la réflexion. Pour la dimension contexte, par exemple, on a appris que les salariés avaient d'autres urgences. Ils étaient pressés. Un peu. La solution est simple, la prochaine fois, mieux planifier la session avec leur manager pour s'assurer qu'ils aient l'esprit totalement libre. Logique. Pour la pédagogie, Le retour principal était que le formateur ne pouvait pas choisir les types de risques à montrer. Le jeu était le même pour tout le monde. Une piste d'amélioration évidente pour le développeur, c'est de permettre au formateur de paramétrer la session, de choisir de se concentrer sur les risques électriques ou chimiques. en fonction des priorités du site. Exactement. Et pour le jeu lui-même, les pistes semblent claires. Oui. Repenser ce chronomètre, peut-être le rendre optionnel et simplifier l'ergonomie de l'appareil photo virtuel. Ce sont des ajustements techniques qui peuvent changer radicalement l'expérience. Et enfin, le plus important pour l'apprenant. Comment on passe de cette motivation extrinsèque, liée au fun, à une motivation intrinsèque, vraiment liée à la sécurité? La meilleure idée est venue des participants eux-mêmes. Ils ont suggéré de faire suivre la session VR par une vraie chasse au risque dans leur propre entrepôt, En situation réelle. en situation réelle. Et ça, c'est génial. Ça ancre l'apprentissage dans leur quotidien, ça donne un sens immédiat à ce qu'ils viennent de faire dans le monde virtuel. La VR devient un entraînement pour le monde réel. Pas une fin en soi. Voilà. Ce que je trouve puissant, c'est que le modèle CEPAGE change complètement la perspective. On ne se demande plus seulement est-ce que l'apprenant a eu un bon score, Ouais. mais plutôt est-ce que l'expérience globale a été réussie. C'est ça. Si quelqu'un échoue, la première question n'est plus pourquoi est-il mauvais, mais où est-ce que notre dispositif a échoué? C'est un changement de mentalité énorme. C'est exactement ça. Blâmer l'apprenant, c'est la solution de facilité, mais elle est inutile. Un mauvais résultat peut venir d'une consigne mal expliquée, d'une interface de jeu frustrante ou d'un débriefing bâclé. CEPA-G force à chercher la véritable cause du problème. C'est un outil d'analyse, pas un tribunal. C'est un outil d'analyse réflexive. Donc, en fait, ce que je retiens, c'est qu'on ne peut pas juste dire « le jeu était nul » ou « l'apprenant n'a pas compris ». Il faut voir la session comme un système, un écosystème. Oui, Le jeu peut être excellent, mais si la salle est à côté d'un marteau-piqueur ou si le formateur est fatigué, toute l'expérience peut s'effondrer. C'est un équilibre incroyablement fragile. c'est la grande leçon en effet. La réussite d'une formation par le jeu ne tient pas à un seul élément, mais à l'alignement de toutes ces dimensions. CEPA-G est une boussole pour naviguer dans cette complexité. En résumé, ce modèle offre un cadre pour sortir de l'évaluation sanction centrée sur l'apprenant Oui, Et aller vers une évaluation-amélioration centrée sur tout le dispositif. parfaitement résumé. Et ce qui est fascinant, c'est la conclusion de l'article, qui pousse la logique encore plus loin. Il propose une sorte de mise en abîme. C'est-à-dire, Il suggère qu'il faudrait maintenant évaluer l'outil d'évaluation lui-même. Ce pageage est-il vraiment efficace pour améliorer les formations? On sort de la théorie pour entrer dans la mesure d'impact à long terme. le message final est donc clair. Le plus important n'est pas de faire un jeu, mais de concevoir une séance pédagogique complète, réfléchie et en constante amélioration. Tout à fait. Avec une pensée finale assez vertigineuse. Pourrait-on mesurer l'efficacité de ces péages de manière tangible, par exemple en observant si son utilisation régulière sur un site industriel conduit sur plusieurs années à une baisse mesurable du nombre d'accidents du travail? La question ultime. Ça amène à une question encore plus large, qui dépasse le cadre des jeux. On passe notre temps à créer des outils pour mesurer le succès. Mais à quelle fréquence prend-on le temps de mesurer si nos outils de mesure sont eux-mêmes un succès?